Cette dernière année, j'ai pas mal changé ma méthode de sélection d'altcoins dans lesquelles je me positionnais. J'ai fait un point sur ma stratégie, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce qui avait pas marché n'avait pas marché, et j'ai fait une refonte complète de ma méthode de sélection. Et clairement, j'ai jamais eu d'aussi bons résultats que cette année. C'est comme ça que j'ai trouvé Sui à $1, Tao à $40, Caspa avant qu'il fasse x20, Nosana, Rage, MRSR, etc. Toutes les vidéos sont publiques sur ma chaîne ou sur Crypto Recherche. J'ai mes positions qui sont bien figées pour ce cycle, mais j'ai gardé 15% de place dans mon portefeuille pour de la sélection de nouvelles cryptos, soit pour renforcer mon bag, soit pour me positionner sur des nouveaux jetons. Et ce que je cherche avec ces 15%, c'est des gros multiples, tout en gardant une thèse d'investissement qui est cohérente. Je vais pas commencer à racler le fond des collections NFT. Je vais vous partager mes critères de sélection d'altcoins en vous expliquant pourquoi je les trouve pertinents dans cette période de bull run. Et à la fin, je vous donnerai une petite palette de cryptos qui actuellement coche toutes les croix dans mes critères. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, on est bientôt à 80 000. Merci beaucoup. Le narratif, c'est le sous-secteur de la crypto-monnaie. Quand de la liquidité arrive, elle se déverse pas sur une crypto de manière isolée, elle se déverse sur son narratif en entier. Regardez les charts des 3 plus gros projets métaverse du dernier cycle, Sandbox, Mana, Axie Infinity. C'est exactement les mêmes. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas été valorisées individuellement, mais par leur narratif. Pour moi, il y a seulement 2 types de narratifs qui sont intéressants. Soit le projet vient créer une solution blockchain qui permet de venir gratter des parts de marché d'un milieu qui est colossal. La DeFi, c'est ça, le marché des crédits, des dépôts, des prêts, etc. C'est des milliers de milliards de dollars. Donc on vient améliorer un truc qui est déjà énorme. Le stockage de données, Filecoin, Arweave, c'est pareil. L'autre possibilité, c'est que le narratif soit en train de se créer, mais qu'on ait la promesse qu'il devienne énorme. Les real world assets, c'est tokeniser des actifs du monde réel sur la blockchain. Pour l'instant, c'est encore extrêmement peu capitalisé, mais le potentiel d'évolution est absolument colossal. Larry Fink, le CEO de BlackRock, a d'ailleurs dit que le marché des real world assets deviendrait un marché énorme de plusieurs billions de dollars. Ark Invest a fait un article où ils estiment que les agents IA pourraient créer plus de 9000 milliards de consommation. Van Eck estime que les crypto IA vont faire plus de 10 milliards de revenus d'ici 2030. Si on veut capter des milliards, il faut être dans un secteur qui génère des milliers de milliards. Le narratif doit être énorme ou alors promettre de devenir énorme. Par contre, il doit être énorme, mais crédible. Oui, trader des meme coins et des crypto métaverses en 2021, c'était rentable, mais ça s'effondre aussi extrêmement vite parce que le narratif n'était pas crédible. On doit avoir des infos de comment concrètement il peut arriver à des valorisations si aberrantes dans les années qui viennent. Les real world assets ont une palette extrêmement large de produits financiers à venir tokeniser. Le CEO du plus grand fonds du monde en parle et il vient créer des outils autour de ça. Il y a de la cohérence à cette ambition. Le secteur promet de devenir énorme, mais on a une sorte de mini roadmap où on se dit ok, ouais, c'est logique. L'IA est le secteur qui a la plus grosse croissance peut-être de l'histoire. Il y a de la cohérence à ce qu'on ait une croissance énorme de la valo. Par contre, le dernier critère du narratif, c'est qu'il soit dans un état encore peu avancé. On a de la chance, on est dans les cryptos, donc rien n'est vraiment avancé. Mais ce qu'on recherche au final, c'est une promesse de croissance énorme, crédible et cohérente qui soit plus devant que derrière. Là où le narratif est très intéressant, c'est qu'il peut créer une sorte d'asymétrie avec la valeur fondamentale d'une crypto et son prix. J'aime beaucoup cette notion d'asymétrie. C'est le fait de se dire, ok, là, il y a un risk-reward qui n'est pas pricé, qui n'est pas équilibré. Dans les distributeurs automatiques, les bounties, c'est dégueulasse, personne n'achète ça. Mais si on met le distributeur automatique dans une zone logique où il y a plein d'afflux dans une galerie marchande par exemple, il va y avoir un boost sur la valeur du bounty, pas parce que c'est bon, c'est dégueulasse, je vous le rappelle, mais parce qu'il y a plus de trafic. Le narratif, c'est exactement la même chose. À 100 000 abonnés, je fais une dégustation de bounty en live. Ouais, je promets des choses, les gars, voilà, on a des grosses ambitions ici. L'altcoin que je vais choisir, il doit être dans la bonne zone. Une crypto-monnaie qui performe sur un cycle, c'est 70% de spéculation et 20-30% de tech et de revenus générés. Donc, il y a une zone très fine entre spéculation, utilité et adoption où un projet doit être pour pouvoir vraiment exploser. Pour moi, tous les projets sont sur cette ligne quelque part entre utilité et spéculation. Doge, Bonk, les mêmes vont très très à gauche. Les projets d'infrastructure comme Link, AAV sont très à droite. Mais on a aussi la courbe de l'adoption, de la valorisation. Est-ce qu'un projet actuellement, à l'instant T, est valorisé, est adopté? Et ce qu'il faut réfléchir, c'est en croissance de valorisation, en croissance d'adoption. Personnellement, je placerais Bitcoin tout en haut dans la valorisation et de plus en plus vers la droite, parce que Bitcoin est tranquillement en train de pivoter de la spéculation vers les fondamentaux. On a PIF, un oracle qui est de plus en plus utilisé en bas, Sui, AKT, Tao sont pour moi à peine à gauche du côté de la spéculation. C'est pas qu'ils sont pas utilisés, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement autour de ce projet, donc il y a plus de spéculation que d'utilisation. Vous vous souvenez, les promesses, tout ça. Et on a aussi les projets spéculatifs, mais avec de moins en moins d'adoption, comme les Sandbox, Axie Infinity, etc., qui sont plutôt en bas à gauche. Et ce que je vais rechercher dans tout ça, c'est les projets qui sont au milieu à gauche de cette charte, dans la zone jaune, qui sont en train d'avoir une croissance d'adoption et de valorisation, mais principalement drivés par la spéculation, avec une promesse d'utilité. C'est comme ça que j'ai investi dans Sui à $1 alors que tout le monde me disait que c'était trop tard,
que j'ai rien vendu de mes TAO depuis qu'ils sont à 40$, que j'ai fait x20 sur Caspa, Nosana, AKT, etc. C'est pas pour flexer, c'est juste que tous les projets dont je viens vous parler étaient dans la zone. Est-ce que ça veut dire que les autres projets ne performent pas? Pas du tout. Juste, ils ne font pas partie de mes critères pour sélectionner des nouvelles altcoins. Plus on va à droite, plus ce sont des crypto-monnaies que je vais garder pendant un moment et ne pas toucher, comme Chainlink, AAV, qui sont des crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille. Et on a une deuxième zone. Pour performer, une crypto doit être à l'équilibre entre les revenus générés, la qualité de ses fondamentaux, mais elle doit aussi recevoir une grande quantité d'attention. C'est là que les sectes se créent, les communautés de projets qui sont tellement soudées que même si leur token est pourri, ils vont le défendre jusqu'à la mort. Et on a besoin de ça pour certaines cryptos. Donc en bullrun, j'évite les narratifs qui sont trop tech, les ZK Rollup, la Count Abstraction, tous les trucs de geek qui sont très intéressants, mais c'est pas du tout ce genre de trucs que vont acheter les nouveaux. Et du coup, j'ai créé une deuxième charte qui représente l'équilibre entre les capitaux, les revenus générés et l'attention. Par exemple, les projets DeFi ont des gros capitaux, des grosses TVL, il y a de l'argent qui fluctue, mais ils captent un petit peu moins d'attention du grand public. Contrairement par exemple aux mèmes ou au gaming qui sont dans l'exact opposé, très peu de capitaux, mais énormément d'attention. Encore une fois, il y a des opportunités partout, à droite, à gauche, au milieu. Mais dans ma stratégie, je me concentre sur les narratifs qui sont au milieu de cette charte, qui ont un équilibre assez propre entre revenus et attention. Donc ça va être les Layer 1, l'IA, les Dépines, rien de bien surprenant, qui sont parfaitement dans cette zone, ou aussi les Real World Assets. Donc ce que je recherche, c'est un projet qui est dans la zone jaune et qui a l'équilibre entre capitaux et attention. Le projet doit être dans le meilleur écosystème. Quand je vous parlais du distributeur, tu le fous au plein milieu d'une galerie marchande, il va y avoir plus de monde. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on augmente encore les revenus du distributeur? En enlevant les bounties, oui, mais quoi d'autre? Par le mettant dans un pays ou dans une ville riche où il y a des liquidités qui circulent et du capital. Si je mets mon distributeur dans un pays archi pauvre, il a beau être dans une zone de trafic, il va pas générer tant que ça. C'est pour ça que l'un de mes critères numéro 1 de ce bullrun, c'est de sélectionner les crypto-monnaies des meilleurs narratifs dans les écosystèmes avec le plus de trafic. Le réseau sur lequel est créé le produit doit être un réseau sur lequel il y a de l'activité, il y a de la croissance. Pour moi, il y a actuellement 3 réseaux qui ont le plus de traction pour ce cycle. Base, Sui et Solana. Il est tout à fait possible que je sélectionne des cryptos qui sont en dehors de ces écosystèmes, mais je vais largement avoir tendance à me diriger dedans parce que rien que d'être sur Solana actuellement est un avantage considérable sur les autres produits qui ont la même proposition de valeur. C'est pour ça que Nosana surperforme Akash pour l'instant, que Raydium surperforme Uniswap ou Osmosis, etc. Parce qu'en fait, il y a tellement d'activités et de capitaux que dans tous les cas, on a une partie qui va naturellement se déverser dessus. Le projet doit avoir une grosse promesse. La crypto, c'est pas un milieu où on va regarder les revenus qui sont générés, les ratios de price to earn, ce genre de trucs. Quasiment tous les projets sont survalorisés si on les compare aux revenus qu'ils génèrent, parce que 99% d'entre eux, ce sont des preuves de concept. C'est pas les revenus, les utilisateurs, etc. qui créent la valeur d'une crypto. C'est l'anticipation d'une hausse de revenus, l'anticipation d'une adoption du réseau, etc. C'est pour ça que les projets doivent avoir de grosses promesses. Une crypto-monnaie, elle se valorise par sa promesse. Bitcoin ne s'est pas valorisé entre 2010 et 2020 parce qu'il était en train de devenir le moyen de paiement le plus utilisé au monde et de dépasser le dollar. Il a toujours été bien en dessous. Il s'est valorisé parce qu'il avait une promesse très ambitieuse, celle de devenir une monnaie d'échange sans banque. Les crypto-monnaies ont besoin de promesses ambitieuses. C'est pour ça qu'elles se valorisent autant, parce qu'il n'y a pas de plafond en fonction de choses tangibles, les revenus des utilisateurs, etc. Mais c'est aussi pour ça que, paradoxalement, 90% des altcoins tendent vers zéro. Parce que pour se valoriser, il faut promettre quelque chose d'énorme. Et faire des promesses, c'est très simple. Mais pour se maintenir, il faut les accomplir. Et là, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc on a une sorte de gros cercle vicieux où les projets à énorme promesse, donc à très gros niveau de risque, sont aussi les projets qui ont un énorme potentiel de hausse. Et il y a cette prise de valeur du au cas où la promesse est vraie. C'est exactement ce qu'est en train de faire Bitensor. Bitensor dit oui, on veut rendre l'IA accessible à tout le monde en créant un réseau qui est énorme, open source, décentralisé. Est-ce qu'ils sont en train de concurrencer ChatGPT actuellement? Pas du tout. Mais ils promettent de le faire un jour. Une crypto-monnaie doit avoir une promesse énorme, quitte à ce qu'il y ait seulement une petite chance que la promesse se réalise. La promesse de Bitcoin est énorme, celle d'Akash est énorme. NIR veut créer le plus gros réseau IA du monde. Bitensor a des ambitions colossales. Une altcoin avec des ambitions qui sont trop petites n'arrivera pas à attirer d'attention. Quand on fait des recherches pour des nouvelles crypto-monnaies prometteuses, il y a une notion de timing qui rentre en compte. Oui, on peut être dans le bon narratif, un truc qui sera gros, dans la bonne zone, etc. Mais potentiellement, on est là trop tôt et on place des billes dans un token qui n'a pas spécialement de momentum. Et c'est ça que je vais chercher, du momentum. Le momentum, globalement, c'est une accélération de l'adoption. C'est le moment où on sent que le jeton est pas loin d'un breakout en termes d'utilisation, en termes de TVL ou autre, et que le prix
devrait suivre. Donc je vais surveiller la TVL, les frais générés, le nombre d'utilisateurs, etc. Ça s'est vu par exemple avec Sui. Au mois d'août-septembre, on sentait une grosse traction dans la TVL et ça s'est confirmé dans le prix du token et dans les mois qui suivent. Et ce qui est très intéressant, c'est que oui, la TVL a explosé et passé devant Avalanche, etc. Le prix a monté parce qu'il y avait beaucoup de spéculation, mais la montée était soutenable, contrairement à HBAR, etc., qui ont des grosses montées, donc on aurait pu prendre des profits, mais par contre, ce n'est pas soutenable parce qu'il n'y a rien qui explique cette valorisation. C'est pour ça aussi que pour l'instant, je ne vends pas mes Sui et que j'ai des targets entre 10 et 20$ pour ce cycle. Pareil pour Chainlink, par exemple, qui était assez calme depuis un moment, mais qui est en plein breakout en termes de TVS, de valeur sécurisée, puisque c'est un oracle. Et pour moi, Chainlink est encore dans une zone de prix très intéressante, parce que le prix, même s'il a bien monté, ne reflète pas la vraie utilité du produit. Même chose pour Jupiter, qui est dans un narratif exceptionnel, celui des Perpetuals, dans le meilleur écosystème sur Solana, et qui est en croissance exceptionnelle en termes de TVL et de volume. Est-ce que ça peut se refléter sur le prix dans le futur? Bien sûr que oui. Je cherche du momentum, je cherche une croissance exponentielle. Je suis allé voir la liste des tokens qui ont fait plus de 5000% au cycle de 2021. Il y en avait 15. Et sur les 15, aucun n'a été créé avant 2018 et 8 ont été créés en 2020 dans la première phase du bull run. Alors évidemment, ils partent de plus bas, donc c'est un petit peu biaisé, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que le marché aime la nouveauté. En crypto, les gens aiment les trucs qui brillent, c'est comme ça. Une crypto-monnaie qui n'a pas de vieux holders qui vont se réveiller avec leur bague, qui sont pas exactement à l'heure du jour, qui n'a pas d'historique de sommet de prix, d'historique de market cap, etc., qui est très souvent en découvert de prix, ça attire les gens. Et ça s'est vu au dernier cycle, les gros performeurs venaient des nouvelles crypto-monnaies. Il y a eu 68 cryptos dans le top 300 qui ont fait plus de 1000% au dernier cycle, et parmi ces 68 cryptos, presque 80% sont des cryptos qui ont été créés minimum en 2018. Les nouvelles cryptos ont beaucoup d'avantages. Et je pense que maintenant, même les plus débutants comprennent que c'est les nouveaux jetons qui vont faire les plus gros multiples. Et il y a cette sorte de prophétie autoréalisatrice. Et au final, c'est les nouveaux jetons qui font les gros multiples. Je pense que c'est aussi beaucoup dû au fait que pas mal de monde se fixe l'ancienne ATH comme repère de vente. Je vends un petit peu avant l'ATH, après l'ATH, etc. Sauf que pour les nouvelles cryptos, il n'y a pas d'ancienne ATH. Donc on peut exploser les plafonds de spéculation sans trop de problèmes parce qu'il n'y a pas de pression vendeuse sur cet aspect précisément. Donc je suis positionné sur les anciennes cryptos dans des bacs que je vais garder sur tout le cycle, les Link, Render, Solana, etc. Mais pour cette proportion des 15% de mon portefeuille, je vais sélectionner seulement les cryptos qui ont été créés après 2021 ou qui n'ont eu aucun vrai impact au dernier bull run. Il y a des jetons qui ne percent que parce que les créateurs ont créé un culte autour de leur projet, totalement infondé, mais ça a créé une communauté extrêmement protectrice, pour ne pas dire sectaire parfois, qui va mine de rien pouvoir parfois faire monter le jeton sans qu'il n'y ait aucun fondamental derrière. Et en bull run, on a besoin de projets avec une forte communauté, on a besoin d'un gros soutien. C'est impressionnant comme les projets attirent des communautés qui sont très très proches de leur vraie valeur. AAV, c'est solide, c'est propre, c'est carré, la commu est pertinente, elle est straight. Charles Hoskinson, le CEO de Cardano, il fait des déclarations blindées d'opium, c'est un personnage hyper atypique. La commu Cardano, c'est des hipsters très très conservateurs. Et ce que je vais essayer de trouver, c'est encore une fois un mix entre les deux. Entre une grosse hype de valorisation, mais une communauté qui a un esprit critique sur la situation et qui comprend ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que la communauté, c'est le reflet de la communication de l'équipe. Si l'équipe communique avec transparence, la communauté aura des datas, des infos sur lesquelles s'appuyer pour donner des avis qui sont pertinents. Si l'équipe fait que de l'opium, opium, on va avoir juste de la communauté qui vont blinder des to the moon et qui vont insulter tout le monde au premier moment où il y a une critique constructive du projet. Donc là, c'est plutôt du ressenti, mais je vais quand même aller faire un tour sur l'ensemble de la communication, des réseaux, des discords, etc. pour voir comment les gens se comportent. Je vais chercher des personnes qui sont enthousiastes, mais qui ont des esprits critiques. Par exemple, quand tu te fais ban d'un Discord parce que tu poses quelques questions, c'est problématique. Un pump de crypto en bull run, c'est 10% de tech, 40% de narratif, 50% de hype. Pour moi, il y a 9 cryptos actuellement qui rentrent dans mes critères. Il y en a 4 qui cochent quasiment toutes les cases, et il y en a 5 qui sont un petit peu en dessous, mais qui ont quand même largement de quoi rentrer dans mon portefeuille, qui le sont déjà. Pour moi, les 4 crypto-monnaies actuellement du top 200 qui ont tous les critères, qui sont dans des écosystèmes ambitieux, qui ont de la traction, qui ont des revenus, qui ont une grosse communauté, etc. C'est FET, IC, Tao, Sui et Pendle. Pour moi, c'est les 4 projets actuellement qui ont vraiment l'ensemble de ce que je recherche. Après, il y a 5 autres projets qui rentrent dans quasiment tout, mais pas complètement. On a Render, Akash, Radium, Helium et Shadow. Beaucoup de projets qui sont sur Solana, évidemment, des projets qui ont beaucoup de traction, qui sont souvent dans des narratifs d'Epine ou IA, parce que je considère que c'est là que c'est le plus intéressant, et qui, dans l'ensemble de leur structure, sont dans des périodes de croissance, mais qui n'ont pas encore performé. Évidemment, ça ne représente en rien un conseil en investissement, d'accord, j'alloue une petite partie de mon portefeuille à tout ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos critères de sélection d'altcoin, c'est toujours intéressant. Toutes les thèses sont très différentes, c'est simplement ma thèse, c'est pas du tout la science infuse, il n'y a pas de science infuse, c'est ma façon de sélectionner les crypto-monnaies, avec les bons aspects comme les mauvais aspects. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Yeril, ciao les potes.